Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur Canal d'Info, votre chaîne internationale d'information en continu. Nous allons parler ce matin de ce troisième sommet Inde-Afrique qui s'ouvre ce matin du côté de New Delhi. C'est en Inde où sont attendus près de 40 chefs d'État et de gouvernement sur les 54 pays du continent africain. C'est un troisième sommet très attendu au cours duquel certains points saillants, à l'instar de l'économie, seront bien évidemment explorés, car certains observateurs parlent aujourd'hui de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique comme étant le nouveau monde de demain. Nous parlons également du Congo-Brazzaville avec ce référendum constitutionnel qui a laissé un goût d'inachevé avec une faible participation des électeurs, contrairement à cette présidentielle en Côte d'Ivoire où des Ivoiriens se sont rendus en masse pour désigner leur futur président de la République, et aussi cette présidentielle en Tanzanie qui s'est déroulée sans heure, bien qu'ayant que deux candidats en course pour cette autre consultation populaire. Nous parlerons au Cameroun pour terminer du Social Democratic Front qui a enfin compris que les divisions, les dissensions, l'indiscipline fragilisaient le parti et l'empêchaient véritablement de conquérir des places aussi bien au sein des conseils des municipalités que lors des prochaines consultations qui sont en vue. Nous parlerons de tout cela avec nos chroniqueurs. Et tout de suite, je commence avec Lille Piedjou. Bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour Elie Smith, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus ce matin. Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir tous sur ce plateau, Lille Piedjou, pour parler des questions de politique nationale. Et au Cameroun, sur le Social Democratic Front, qui est la principale formation de l'opposition, qui voudrait essayer, n'est-ce pas, de penser ces blessures qui peuvent être considérées comme des dissensions, des querelles intestines, l'indiscipline. Alors, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir choisi le domicile d'un élu pour le faire était une façon véritablement de fumer le calumet de la paix? Tout à fait. Louis Roger, vous savez que c'est ce président de la section SDF qui était au centre de multiples querelles ici à Douala entre l'honorable Nietzsche et Elimbi Lobet, tous militants du Social Democratic Front, dont le cadre était approprié pour taire toutes les divergences. Vous savez que les échéances électorales arrivent. 2018, c'est dans quelques années seulement. Il faut préparer cette bataille dès maintenant et on ne saurait aller à une bataille en rang dispersé. Il était plus qu'urgent pour le Social Democratic Front de faire table rase sur tout ce qui s'est passé, même si au cours de cette réunion-là, on a parlé de sanctionner les indisciplinés. On ne nous a pas donné la nature, cela dépendra des différentes structures. On a eu la présence du premier vice-président du Social Democratic Front, Joshua aussi, qui est venu, question comme ça pour l'ensemble des camarades de ce parti, de poser le problème, essayer de trouver des voies de sortie et se dire que le SDF reprend dès maintenant. Mais l'on s'est rendu compte quand même que Elimbi Lobet ne faisait pas partie des militants au cours du SDF, au cours de cette assise. Ça prouve que l'on n'est pas sorti d'auberge. Tout à fait. Il faut dire que les caméras de Canal 2 Info ont parcouru le domicile de l'honorable Nietzsche à la recherche d'Elimbi Lobet. Malheureusement, il n'était pas présent, mais il était question tout de même de gérer avec les camarades qui étaient présents lors de cette réunion statutaire. Tous les cas ont été posés sur la table. Il faut dire que même l'absence de Elimbi Lobet n'a pas empêché que chacun puisse s'exprimer. Il sera certainement sanctionné au regard de tout ce qui a été dit de ce côté-là. C'est vrai qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec cette crise-là au sein du SDF. Joshua aussi l'a si bien dit. Dans toutes les formations politiques, c'est normal qu'il y ait ce genre de problème. On a des militants venus d'horizons divers, on a des comportements divers, on a chacun a sa façon de gérer les choses, mais il est question plutôt de rassembler tout le monde, d'essayer de récupérer les brebis égarées pour pouvoir avancer normalement vers les échéances à venir. Mais peut-on parler d'avancement au sein du Social Democratic Front aujourd'hui dans la région du littoral sans
y adjoindre un certain Elim Bilobé? Pas du tout, hein, pas du tout. Surtout que Elim Bilobé, c'est quelqu'un, il est reconnu pour son franc-parler, il est reconnu pour sa prise de position en ce qui concerne un certain nombre de points sur l'actualité, un certain nombre de questions sensibles. On espère qu'il y aura après cette réunion un comité qui se dirigera bien évidemment chez Elim Bilobé. Question de mieux discuter avec lui, question de le ramener au sein du SDF. Ce sont des personnes qui, au travers de leur position, ont permis au SDF aujourd'hui de se hisser à un certain niveau, on peut le dire comme ça. Donc, Elim Bilobé sans le SDF, ce n'est pas possible, mais au regard du premier pas d'hier, on comprend que cette semaine, certainement, il y aura quelques discussions avec Elim Bilobé. Merci Elie Piedjo. Elie Smith, bonjour. Bonjour. Alors, il y a cette fissure que l'on observe depuis au sein du Social-Démocratique Front dans la région littorale entre Elim Bilobé et Jean-Michel Nithieu. Ce sont les deux figures de proue, mais l'on parle d'une réunion consensuelle de sortie de crise, mais en excluant cette personne-là qui a quand même permis au SDF de penser qu'il peut avoir un siège au conseil municipal dans la commune d'arrondissement de la 5e. C'est une erreur de la part du SDF parce que quel qu'en soit le cas, quels qu'en soient les reproches qu'on peut faire à Elim Bilobé, il reste quelqu'un d'emblématique de ce parti ici dans le littoral. Et un parti qui aspire à conquérir le pouvoir doit faire comme un papa responsable qui réunit tout. Dans une famille, même si on a un enfant qui est rebelle, on ne lui met pas à côté. Je pense que déjà, comme Lil Piedju l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est un premier pas qu'ils sont en train de faire vers la réconciliation, tout en sachant que la province ou la région du littoral, c'est une région importante en termes démographiques au Cameroun. Et pour le Social Democratic Front, il faut savoir que c'est le fief du Social Democratic Front. Et que si le Social Democratic Front est en train de reculer ou recule dans le littoral, ce n'est pas uniquement, on peut tout souvent accuser les fraudes électorales, non, c'est d'abord leur désorganisation interne, leur division, et puis je crois qu'ils ont tout compris que pour aller plus loin, il faut aménager sa monture et puis surtout, il faut être organisé et uni. Donc, il faudra quel qu'en soit le cas. Vous savez, c'est comme dans une équipe, il y a des gens importants, qu'on les chuchote. Quel qu'en soit ce que Elim Bilobé peut faire, il faudra qu'il comprenne que Elim Bilobé a beaucoup fait. Moi, j'ai vu les positions que Elim Bilobé a prises face à Mme Foning, qui était courageux. Donc, je pense que le SDF ne peut pas, comme l'ILP a dit, peut-être c'est le premier pas, peut-être le second pas serait d'aller chez Elim Bilobé. Ça, c'est l'humilité. Et on dit l'humilité précède la gloire. Voilà. Et surtout qu'il y a quand même un précédent au sein du Social Democratic Front depuis pratiquement plusieurs années. Les élections, le renouvellement des circonscriptions, de la circonscription électorale, SDF dans cette partie est bloqué par l'honorable Jean-Michel Nithieu qui voudrait rester éternellement à son poste. C'est quand même assez paradoxal. Oui, c'est paradoxal parce que c'est un parti qui prône le renouvellement, qui prône l'alternance. Je pense que si vous voudrez prêcher, vous devez d'abord prêcher devant votre porte, vous devez d'abord faire l'exemple. Et puis, M. Nithieu, il est aussi quelqu'un de courageux, mais il faudra qu'il comprenne, il faudra qu'il laisse le match se joue sur un terrain neutre, sur un terrain plat. On ne fait pas les ajustements parce qu'on est prolixe pour critiquer les autres, mais il faudra que nous faisons d'abord, on met l'organisation dans notre maison. Donc je pense que s'ils ont compris ça, ils vont réussir. C'est quand même le principal parti de l'opposition au Cameroun. On peut tout dire, mais c'est le numéro 1. Mais si le numéro 1 se désorganise, il y a les numéro 2 ou les numéro 3 qui risquent de prendre la place. Si vous prenez sur mon antenne, c'est la matinale d'information sur votre chaîne internationale d'information en continu, Canal 2 Info. Parlons à présent de ce troisième sommet Inde-Afrique qui s'ouvre ce jour du côté de New Delhi où sont attendus près de 40 chefs d'État. C'est pratiquement la grande mobilisation pour ce qui est de ce forum, contrairement aux éditions antérieures où on avait enregistré une dizaine de chefs d'État. Alors, Patrick Christian, bonjour et bienvenue déjà.
Bonjour Roger, bonjour à Elie Smith et à nos téléspectateurs. Alors, ce sommet qui s'ouvre à New Delhi, un sommet Afrique ou Afrique-Inde, appelez-le comme vous voulez, et quand même un autre sommet parmi le sommet France-Afrique, États-Unis, Afrique. Alors, pourquoi cet autre sommet et surtout cette grande mobilisation des chefs d'État à ce autre rendez-vous? Alors d'abord, pour comprendre la mobilisation, il faut se dire que c'est un sommet qui aurait dû se tenir en 2014, en août. Bien évidemment, l'Inde avait souhaité un report. On avait évoqué en ce moment-là les questions d'Ebola qui touchaient beaucoup de pays. Cela n'avait pas du tout plu aux pays africains dans une quête finalement d'options supplémentaires, n'est-ce pas, pour leurs économies. Et bien voilà, c'est fait cette fois-ci. Le Premier ministre Modi de l'Inde a parié gros sur ce rendez-vous. C'est le plus important événement que l'Inde ait accueilli depuis 1983. Le troisième du genre, le premier a eu lieu en 2008. Seulement 14 pays étaient présents. En 2011, 11 autres pays à Addis Abeba. Donc ici, on a environ une quarantaine de pays africains qui seront mobilisés sur les 54. La particularité de ce sommet réside surtout dans le fait que la Chine et l'Inde, même s'ils ont on va dire des détails semblables dans leur relation avec l'Afrique, la Chine et l'Inde se retrouvent aujourd'hui à des pôles pratiquement opposés, même si on peut dire que sur le plan de la coopération, c'est les mêmes ingrédients, la proximité, ce que les Africains ont souvent reproché aux Occidentaux. Ici, aujourd'hui, l'Inde est en pôle position parce que les Africains, de plus en plus, même s'ils collaborent avec la Chine, commence à regarder la Chine comme un ami des grands, parce que la superpuissance économique de la Chine fait finalement qu'elle a beaucoup plus de discussions maintenant avec États-Unis occidentaux. Donc les salons feutrés éloignent parfois la Chine d'un certain nombre de réalités que les Africains recherchent encore à travers l'Inde. Et puis l'Inde, il faut bien le rappeler, c'est quand même un géant de l'informatique, des industries pharmaceutiques. On se rappelle bien qu'il fut des époques où tout ce qui était générique, vraiment, qui soulageait l'Afrique au niveau de la bourse pharmaceutique, cela venait de l'Inde et pas seulement que l'Afrique. Et aujourd'hui, donc, l'Inde entend récupérer cette marge. C'est un projet qui avait déjà vu finalement ses prémices dans les rencontres des sommets non alignés que l'Inde avait impulsés sous Indira Gandhi. Donc aujourd'hui, l'Inde entend récupérer un espace qui semblait avoir été perdu un peu. Mais un autre plan sur lequel on attend surtout l'Inde, c'est que très souvent, comparé à la Chine, l'Inde n'avait pas souvent boosté sa collaboration avec les pays africains sur le plan des infrastructures, les grands chantiers, les grands travaux publics. Et ça, c'est un autre domaine sur lequel, finalement, la capacité de l'Inde à produire des ingénieurs, pas seulement sur le plan des technologies, mais sur le plan, finalement, de ces travaux publics et grands travaux, va devoir intéresser l'Afrique. Alors, Elie Smith, aujourd'hui, on a comme cette bataille pour le contrôle de l'Afrique. Tous ces pays occidentaux, asiatiques et autres voudraient avoir un lopin des terres en Afrique. Il faudrait que l'Afrique sache jouer le jeu. Exactement, il faudra que l'Afrique sache jouer le jeu parce que vous savez, la crise économique que nous avions aujourd'hui, on est touché de plein fouet parce qu'on a cette fixation trop connectée vers la Chine. Mais aussi l'Inde, la bonne chose avec l'Inde est qu'au-delà de nous aider en termes infrastructurels, moi, particulièrement, qui est libéral, qui aime la démocratie, je préfère l'Inde. Pourquoi? Parce que c'est un pays démocratique. C'est un pays aussi varié comme l'Afrique. Comme on dit souvent, l'Afrique, on a presque les mêmes ingrédients. C'est un pays pauvre aussi, on peut savoir, qui est en train d'émerger. Et en termes de croissance, cette fois-ci, cette année, l'Inde va dépasser la Chine en termes de croissance. Ça veut dire que c'est un autre marché qui ouvre pour les pays africains. Et comme vous avez bien dit, c'est le moment à l'Afrique de bien jouer. C'est comme une jeune fille qui est dans un quartier, que tout le monde la courtise. Donc, c'est maintenant de regarder, je suis avec qui ou je suis avec qui. Donc, ça va faire que nous allons diversifier notre source de notre partenariat économique. Ça va aussi nous aider à un peu juguler souvent quand il y a les conjonctures économiques comme il existe aujourd'hui. On peut voir par exemple ce que les gens oublient, on parle beaucoup de la Chine. L'Inde, c'est la première consommatrice de l'or dans le monde. Ça veut dire que si un pays comme le Mali ou le Cameroun est producteur d'or, voilà encore un grand marché qui s'ouvre. Et donc même en termes de aide dans la gouvernance, on était en train de parler tout à l'heure du SDF. Les expériences politiques hindoues
ou indienne, je préfère dire indienne, parce que hindou, c'est un peu religieux et puis nationalisme indien, va aussi aider nos différents partis politiques à voir que voilà comment le BJP fait, voilà ce que le Congress Party qui fait, voilà les deux grands partis qui sont là-bas. Donc je pense que c'est une bonne chose. Et puis 40 pays cette fois-ci, c'est quelque chose aussi de phénoménal pour l'Inde et pour l'Afrique aussi. Oui, Patrick, oui, il faut dire, lorsque Elie évoque la production, par exemple, la consommation de l'or, et même des mines et de l'énergie, parce que la grosse industrie de l'Inde a besoin de ces énergies-là. Traditionnellement, la relation entre l'Inde et l'Afrique, c'était l'Afrique australe orientale, Ouganda, Tanzanie, l'île Maurice et l'Afrique du Sud dans une moindre mesure. Mais il se trouve aujourd'hui que l'Inde, dans son besoin d'expansion, a besoin de ses ressources minières, pétrolières. Mais ces ressources se retrouvent en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Donc au-delà de l'Afrique orientale et australe, l'Inde va devoir rediriger aujourd'hui avec une densité un peu plus importante sa coopération avec ces pays-là. Donc c'est une grosse opportunité pour l'Afrique, mais une opportunité qui peut permettre à l'Afrique de se servir des leçons de la coopération passée pour pouvoir maintenant acter avec un peu plus d'arguments avec l'Inde. Et puis du côté de l'Inde, vous savez, l'Inde avait fait beaucoup d'investissements en Occident. Avec les différentes crises financières de l'Occident, l'Inde a perdu gros avec ses partenaires-là. Et donc, l'Inde est en train de rechercher un repositionnement, notamment sur l'Afrique. Et il y a bien d'analystes et de chercheurs qui disent qu'une éventuelle alliance Afrique-Inde-Chine, c'est le monde économique de demain. C'est le monde économique de demain, mais faudrait-il bien évidemment que l'Afrique sache véritablement tirer son épingle du jeu pour ne plus être en retard en matière de développement face à ces opportunités qui s'ouvrent. Je voudrais tout de suite vous retrouver dans quelques secondes, le temps d'ouvrir notre page spéciale consacrée à la présidentielle. Eh bien, nous ouvrons par ce référendum constitutionnel. Les Congolais étaient appelés aux urnes hier pour donner pour un oui ou un non pour ce référendum constitutionnel qui devait permettre à Denis Sassou Nguesso d'espérer un troisième mandat à la tête de l'État. Alors, les observateurs qui ont effectué des déplacements, tous les comptes rendus de ce référendum nous font savoir qu'il y a eu peu d'engouement. Et cela vous conforte certainement sur ce plateau. Oui, mais... je vois déjà Elie Smith qui est très content. Oui. Alors, c'était quand même prévisible. C'était prévisible, c'est la catastrophe pour M. Denis Sassou Nguesso parce qu'une humiliation ultime pour lui. Je crois que vous avez dit ça ici, on pouvait dire que vous êtes magicien. Non, je pense que c'est simplement parce que vous êtes un bon observateur et un bon analyste. Vous avez vu avant. Parce que l'engourement n'a pas réussi. Et puis aussi, quand on n'a pas de violence orchestrée par l'État congolais, voilà ce qui nous donne comme résultat. Et moi, je ne sais pas. Je pense que Denis Sassou Nguesso a toujours une marge de manœuvre qui existe. Moi, j'avais dit la dernière fois, c'est comme un match de football, aller et retour. Il va gagner au premier tour, ça veut dire peut-être il va frauder, parce que j'aurais appris aujourd'hui, comme le ridicule ne tue pas, qu'il y a eu 88% de participation. Ça, c'est qu'un certain monsieur Léon Juste Ebombo a dit, il a dit ça sur sa page Facebook, mais c'est ridicule. Pour un homme qui a beaucoup fait pour le Congo, pourquoi, bon Dieu, voulait... C'est pourquoi moi, je voudrais peut-être profiter, il y a un de collègues à nous qui a écrit un livre extraordinaire, voilà ce livre-là. Je ne sais pas s'il connaît les Congolais, savent ça, mais il parle de l'Afrique. Il y a une place que j'ai vue qui m'a étonné, parce qu'on demande parti pour de vrai, ou parti pour mieux revenir, ou parti pour partir. Donc c'est un problème qui est récurrent. Donc je crois en ce qui concerne le Congo, ça fait mal. Ça fait mal que nos chefs d'État se ridiculisent. Il aurait peut-être venu au Cameroun. Je ne veux pas dire que Paul Biya est le plus sage au monde. Demander à Paul Biya comment on fait pour avoir une sortie ou rester d'une manière honorable. Là, Denis Sassou Nguesso se ridiculise et ce n'est pas bon pour son image. Et j'aimerais comprendre ce que mon collègue Christian va dire tout à l'heure en ce qui concerne ce qui s'est passé. Alors, je retiens d'abord, lui Roger, je retiens deux choses sur ce développement de Elie tout à l'heure. D'abord, on va se féliciter de ce chef-d'œuvre de Martial Bissot, qu'on en avait parlé avant sa parution. Il s'agit bien de Martial. Hein. Exactement, Martial Bissot. L'Afrique et son cancer de côlon. Oui. D'ailleurs, il sera reçu dans une de nos tribunes littéraires pour développer cela, et peut-être dans nos émissions spéciales, en attendant que le coordonnateur nous le confirme.
Cela prouve que la matière intellectuelle en Afrique, au niveau de la jeunesse, prend aussi le devant. Et cette réflexion-là rentre dans cette dynamique. Alors, dès que j'ai relevé ce point sur cet ouvrage de Martial Bissok, je voudrais revenir sur le taux de participation, qui pour moi ne me surprend pas. En fait, il s'agit de qui? De ceux qui ont pu avoir les cartes d'électeurs, de ceux qui ont pu voter, puisque vraisemblablement, dès le départ, ceux qui étaient potentiellement dirigés vers cette élection étaient ceux qui étaient acquis à la cause de Sassou. On le disait ici, vous pouvez avoir un potentiel de 6 millions d'électeurs et que quelques 2 millions ou 1 million seulement ont les cartes d'électeurs. Et si dans ces 1 million, 2 millions, dans un processus qu'on dit plus ou moins biaisé, quelques 800 viennent participer, ben, ce sera 80% de participation. Donc, sur ce plan-là, on va devoir revoir la capacité finalement à avoir mobilisé le maximum possible de Congolais. Parce que là, il peut s'agir de ceux qui ont eu les cartes d'électeurs, alors que la majorité n'en a pas eu. Bon, dès que j'ai dit ça, je vais dire, même dans la honte et l'humiliation, c'est peut-être vrai, mais ça soutient son référendum. Il a tenu et on est bien malheureusement obligé de savoir que légalement, tout au moins, il risque d'avoir ce qu'il voulait, même si la légitimité va certainement faire problème. Mais au-delà de cette question de légitimité et de légalité, il y a quand même les États-Unis qui avaient demandé quand même qu'il y ait un report de ce référendum. Mais Denis Sassou Nguesso, très puissant, pensait que ça devait être, n'est-ce pas, comme une lettre à la poste. Mais il s'est rendu compte, et si je m'en tiens à ces images que nous avons vues, le seul bureau de vote où il y avait quand même une file d'électeurs, c'était le bureau de Denis Sassou Nguesso, le bureau dans lequel il a voté. Ça dit quand même qu'il devrait prendre du recul, essayer de comprendre que la situation n'est pas celle qu'il avait vraiment prévue. Exactement, ce n'est pas seulement maintenant que ça a commencé. Je vous ai dit, lors des élections législatives de 2012, il y avait une participation entre 12 et 15%. Pourquoi les gens sont un peu résignés? Je donne un exemple, par exemple, dans la ville de Djambala, Djambala 1, il y avait deux candidats. Il y avait Mathias Nzong, qui est le principal opposant du président Sassou, et son beau-fils, Hugues Ngolondele, qui est maire de Brazzaville, qui était député maire de Brazzaville, qu'on a pris pour aller être député à Djambala. Il a perdu les élections, mais les instructions sont venues du ministère de l'Intérieur, de la présidence de la République, que vaille, mon beau-fils doit être maire, député. Donc je crois qu'il y a une certaine résignation qui se passe au Congo. Par exemple, vous dites que, par exemple, si le Congo n'est pas comme le Cameroun ou le Nigeria à forte densité de population, les populations congolaises sont à Brazzaville, à Pointe-Noire, la ville la plus peuplée dans le nord, c'est Djambala, et puis Dolisie, la troisième ville. Ces villes-là, Djambala, il n'y a pas eu les gens qui sont allés voter, il y a quelques files de gens qui sont allés. À Brazzaville, la même chose. À Pointe-Noire, la même chose. Donc, je crois que c'est ridicule parce que même les gens qui avaient les cartes, qui étaient inscrits sur la liste électorale, n'ont pas allé parce que la violence politique, la violence policière que le même gouvernement a instaurée pour terroriser la population a joué contre. Je crois que M. Louis Roger disait ça ici, que peut-être à cause de cette violence, la peur. Donc, ils ont instauré un système de terreur pour terroriser l'opposition, mais c'est retourné contre eux. Alors, Patrick Christian, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les électeurs ont répondu à l'appel de l'opposition ou beaucoup sont tout simplement abstenus? Mais voilà justement la grosse interrogation. Louis Roger, vous touchez à point dans le mille. Abstention, résignation, ras-le-bol de la classe politique, parce que moi je préfère parler de la classe politique, qu'elle soit de l'opposition ou bien du camp Sassou Nguesso. On avait déjà entendu quelques griefs de la société civile qui se plaignaient de ce que finalement, c'est au bout de la sueur de leur front que le gagne-pain est acquis au quotidien. Et puis, les politiciens semblent finalement plonger tout le monde dans une incertitude avec ces violences. Et puis, vous savez, la guerre civile que le Congo a connue a laissé des séquelles sur le plan psychologique. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus revivre cet aspect-là. C'est peut-être vrai que la répression du pouvoir peut avoir davantage augmenté cette crainte et permis aux uns aux autres de se cloîtrer au lieu d'aller voter. Mais la question va rester, Louis Roger, celle que vous posez. Est-ce que les gens ont répondu à l'appel au boycott de l'opposition ou bien les gens n'y sont pas allés parce qu'il y avait une certaine crainte, une atmosphère de frayeur? Parce que dans toute cette dynamique-là, il faut surtout dire que c'est le peuple congolais qui est dans la confusion. Indépendamment du parti au pouvoir de Denis Sassou Nguesso qui veut s'accrocher tel que cela est présenté par ce référendum, ou alors de l'opposition, qu'il me semble quand même
même si cette opposition a fait preuve de courage sur ces 2 dernières semaines, il me semble que cette opposition a surfé aussi avec finalement des accords avec le diable. On a vu le dernier remaniement de Denis Sassou Nguesso, comment l'opposition a vacillé. C'est pour ça qu'à mon sens, à un moment donné, j'ai dit, vous savez, il y a des choses qu'on peut reprocher à ceux qui gouvernent. Mais il faut regarder en face les attitudes de ceux qui prétendent à gouverner. Est-ce pour le peuple? Est-ce avec une sincérité? Et dans cette dynamique-là, j'ai vu quelques membres influents de l'opposition qui ont donné quand même des signaux inquiétants dans leur, on va dire, tentative de flirt avec le pouvoir. Et ça, c'est la véritable question qu'il faut se poser sur l'engagement de l'opposition. Alors, on avait beaucoup plus peur de cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire, avec 7 candidats sur la ligne de départ, Alassane Dramane Ouattara, qui sera probablement vainqueur au premier tour de cette consultation. Alors, plus de peur que de mal, Elie Smith. Oui, plus de peur que de mal, parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Congo. Quel qu'en soit ce que les gens peuvent penser de Dramane Ouattara, il n'a pas utilisé la milice pour intimider et arrêter les gens comme ça se passe au Congo. Non. En fait, Alassane Dramane Ouattara, devant lui, il n'y avait pas d'adversaire. On peut tout dire. Vous avez vu en termes d'infrastructure, il a changé son pays en 5 ans ou 4 ans. Il a mis les bases. Maintenant, ce que Alassane Ouattara a perdu ou qui n'a pas réussi, c'est sur le plan de la réconciliation. Et c'est ça où j'avais un peu peur que peut-être ça peut décourager les gens d'y participer. Mais on a vu que la participation a été massive. Et puis la stratégie de communication aussi a joué, que Ouattara a mis en marge. Donc maintenant, s'il gagne au premier tour, il faudra que le deuxième Ouattara, ou le Ouattara 2, Ouattara 3, je ne sais pas comment on peut dire, le Ouattara 2, il faudra qu'il travaille pour la réconciliation. Ça, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est inadmissible que quand tu regardes le gouvernement, tu as toujours les Ahmed, les Moussa, les Mustapha. On n'a pas les gens, on n'a pas les Pierre. Donc, je pense qu'il faudra qu'il essaye de réussir. Parce que sur le plan macroéconomique, c'est une réussite. Regardez les infrastructures. Si vous regardez les routes qu'il a construites, il a donné du travail aux gens. Et je vous rappelle que l'année prochaine, pendant que beaucoup des économies africaines vont un peu avoir des difficultés, les pays qui ont investi massivement dans leurs infrastructures, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Kenya, vont caracoler entre 8 et 7% de croissance. Et pourquoi pas le Cameroun? Le Cameroun n'a pas assez mis vous savez, En principe, il est en train de mettre. On a motasé. Bon, Sauf on va dans les poches que l'on est en train de mettre. On met dans les poches, Il y a les poches et donc. Si effectivement ce qui est présenté aujourd'hui est fait en termes d'investissement, le Cameroun devrait pouvoir caracoler vers les 7%. En attendant d'arriver sur le cas spécifique du Cameroun, parlons de la Côte d'Ivoire, monsieur, et de cette élection présidentielle qui était très très attendue avec ce fort taux de participation des électeurs, avec quand même cette tablette biométrique introduite qui a quand même permis le bon déroulement de ces élections, même si certains observateurs estiment que dans certains bureaux, il y avait un problème de réseau, on confondait de tablettes pour certains bureaux, je ne sais pas. Alors, au-delà de ces petites irrégularités qui ont été observées, Patrick Christian Dobo, il faut quand même dire que Ouattara a réussi à organiser des élections, on ne peut pas dire encore libres et transparentes, mais a quand même réussi à organiser des élections présidentielles sans beaucoup de couacs. Vous savez, Louis Roger, nous, on essaye toujours de rester très objectif quand on observe ce qui se passe ailleurs ou même chez nous. Il y a difficilement d'organisation parfaite, hein, il faut le reconnaître. Même dans de ce monde, même dans les plus grosses démocraties, on se souvient d'un jeu de ping-pong entre républicains et démocrates pour une élection présidentielle où finalement Bush avait fini par l'emporter. Oklahoma, voilà. Oklahoma City. Donc, vous savez, quand on a ce genre de cliché, on peut se dire que on n'a pas encore les résultats ou tout définitivement un rapport global de cette élection en Côte d'Ivoire, mais on peut dire que c'est un premier pari sur le plan du déroulement. Quand même, cela s'est passé dans le calme, au regard de tout ce que nous avons pu avoir comme information de ce côté-là. Cela s'est passé dans le calme, même les fiefs nostalgiquement liés, et peut-être même de manière filiale, à Laurent Gbagbo, dont le spectre est toujours sur... On a eu l'impression véritablement qu'il y a eu de la calmie. Maintenant, le taux de participation reste l'enjeu en attendant que les résultats soient proclamés, mais aussi la capacité de Ouattara à gagner dès le premier tour, parce que c'était l'un des objectifs du président Ouattara. Vous évoquez ces problèmes techniques. Je pense que c'est le plus gros souci que cette élection a eu.
Vous vous rendez compte, par exemple, l'ouverture des bureaux a été reportée de 2 heures environ, et puis la fermeture aussi 2 heures. De belles initiatives, mais quand vous vous imaginez qu'un scrutateur qui va venir dans son bureau et puis prendre connaissance, n'est-ce pas, d'une tablette qu'il n'a peut-être même jamais vue de sa vie, et puis commencer à savoir comment cette tablette fonctionne, il va sans dire que ce genre de petits manquements ont impacté sur la fluidité, tout au moins, du déroulement de cette élection. D'accord, ça a été fait, quelques réajustements ont été faits, on a dû revoir de manière manuelle, n'est-ce pas, certains éléments qui auraient pu être gérés sur le plan technologique, mais ça démontre quand même qu'il y a une volonté réelle à innover et à se servir des nouvelles technologies pour améliorer le processus, non seulement de la centralisation des résultats, mais aussi de leur diffusion. On peut tirer un premier coup de chapeau sur cet aspect. Malheureusement, comme Elie le disait, Alassane Dramane Ouattara n'avait presque pas d'adversaire sur le plan, on va dire, du sérieux et de la structuration de la campagne. Il y avait quand même 6 candidats en face. C'est le nombre, mais ça ne fait pas sur le poids du plan, du contenu et même de la capacité à mobiliser. Ça ne fait pas un impact sérieux. On est parti de 10 candidats, vous vous souvenez, à 6 en face de lui. Quand on regarde, ce n'est pas forcément les poids lourds de la politique ivoirienne qui se sont retrouvés face à Ouattara. Et donc, sur le coup, nous, on l'a toujours dit ici, il était bien difficile d'imaginer un élément qui puisse gripper cette machine électorale que Ouattara a su mettre en face. Et ensuite, c'est un économiste. Il a su jouer avec le random des alliances et de la communication. Donc, partout en Côte d'Ivoire, quand vous regardez les affiches et le déroulement de la campagne, mais on a véritablement l'impression que Ouattara, lui, s'est vraiment préparé à passer ce tour et ce premier tour, alors que les autres avaient beaucoup plus des éléments de relance, de revendication à mettre sur la table. Beaucoup plus que ça, on n'a pas véritablement vu ce qu'ils ont proposé aux Ivoiriens comme alternative sur le plan du développement de ce pays. Alors, Elie Smith, s'achemine inexorablement vers l'élection d'Alassane Ouattara au premier tour. Certainement, il n'y aura pas de second tour en Côte d'Ivoire. Je pense, sauf miracle, il n'y aura pas de second tour. Et puis, en ce qui concerne la biométrie, je comprends, c'est une bonne chose, parce que ça règle, je comprends l'erreur qu'ils ont fait. Il fallait que les gens se familiarisent avec cette gadget avant que les gens ne... C'est là où ça peut les enticher. Comme vous avez dit, aux États-Unis, on a vu en Floride, quand il y avait ce problème entre Bush, le premier tour de Bush, et contre Al Gore. Al Gore. Oui, oui, et que c'est la Cour suprême qui a voté, qui a décidé en faveur de Bush. Mais comme la démocratie, c'est quelque chose d'extraordinaire, la deuxième élection contre John Kerry, Bush a gagné haut la main. Mais je pense qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on a aussi vu le cas au Nigeria dernièrement avec la biométrie. Sur 300 combien de mille de vote, bureaux de vote, je crois dans 15, il y avait des problèmes. La biométrie est bonne. Parce que dans un pays ou dans un continent où les gens contestent beaucoup, même quand même tu sais que tu ne peux pas battre ton adversaire, parce que souvent ce n'est pas souvent la fraude. Je donne l'exemple, on parle au Cameroun, dans Douala. Si le SDF étant très puissant qu'elle est, et elle est désorganisée, on va toujours lui battre. Donc ça veut dire que si elle perd souvent dans le littoral, ce n'est pas parce qu'on a fraudé, c'est qu'entre eux, ils se battent entre eux, quand vous emmêlez les pinceaux. Donc je crois que sur le cas de la Côte d'Ivoire, si on revient stricto sensu sur la Côte d'Ivoire, Ouattara, sur le plan économique, il a la tête sur les épaules, il gouverne bien sur le plan macroéconomique. Mais sur le plan politique, les autres, le FPI divisé entre elles, Konan Bani qui ne peut pas rassembler même 300 personnes, ne peut pas se mettre devant lui. Mamadou Koulibaly, quelle est la base de Mamadou Koulibaly? C'est un bon rhétorique, qui parle très bien, mais il faut avoir la base. Donc je crois que, à mon humble avis, sauf s'il y a un changement sismique, il n'y aura pas de second tour et la Côte d'Ivoire va continuer sur Ouattara et c'est une très bonne chose. Et comme il a annoncé, comme s'il avait déjà regardé dans la boule de cristal, il va donc modifier la Constitution pour permettre à ce que cet article 35 ne fasse plus l'objet de diverses interprétations. Alors, dimanche également, il y a eu cette autre élection présidentielle en Tanzanie. Il est une élection qui s'est déroulée également dans de très bonnes conditions. Les 25 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes. On n'a pas encore des chiffres s'agissant du taux de participation et qui est en train de prendre de l'avance sur qui. C'est encore
le statu quo. On n'a pas encore une information assez importante, mais tout le monde pense que cette élection s'est très bien déroulée, Lismi. Oui, ça s'est bien déroulé, sauf une petite crise. Je crois que c'est à Dodoma, il y a eu une petite violence, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et c'est la première fois depuis, je crois, 50 ans que le parti au pouvoir, le Chamacha Mapimbounzi, a vraiment un certain fort challenge. Et les gens sont en train de poser la question, est-ce qu'ils vont perdre? C'est ça le problème. Mais de l'autre côté, moi je pense que c'est souvent bien de prendre un parallèle. L'autre fois, j'ai discuté avec des gens qui me disaient que la démocratie n'est pas africaine. Je pense que c'est faux. Les Tanzaniens sont des Africains. Et puis même idéologiquement parlant, c'est les gens de la gauche, donc socialisme. Donc pourquoi je le dis? Je vais faire un parallèle avec le Congo-Brazzaville. Parce qu'on dit que non, c'est l'histoire marxiste-léniniste qui fait. Non, le Julius Nyerere, c'était un marxiste pur et dur, avec ce qu'on appelle le marxisme bantou scientifique. Mais il y a cette mue qui a eu lieu et que nécessairement, ce n'est pas parce que c'est un autre parti qui vient. Même au sein du parti au pouvoir, le Chamacha est là depuis 1964, mais il y a une démocratie à l'interne qui donne. Ils font ça à la chinoise. On ne peut peut-être aimer, mais voilà ce qui se passe. Je pense que le Congo-Brazzaville doit apprendre à cela. Les autres doivent apprendre, même le Cameroun. C'est un peu différent parce que le Cameroun n'est pas un pays de gauche. On n'a jamais été un pays de gauche. Il y a des partis de gauche qui sont dans l'opposition comme le SDF et les autres. Mais le parti au pouvoir est de droite, même s'ils peuvent refuser, comme on dit. Mais je pense que ce qui se passe en Tanzanie, il y a d'autres paramètres maintenant. C'est la réconciliation en Tanzanie entre Tanganyika, la partie continentale, et la partie insulaire qui est Zanzibar. Donc on va voir un peu cette unification qui a eu lieu en 1964, qui a donné naissance à la Tanzanie. Et puis la relance économique à la Tanzanie. Et puis un autre problème aussi que je voulais... les albinos qu'on tue là-bas toujours, il faudra que le nouveau candidat voie le statut des albinos. Et, voilà. Avant d'arriver sur ce qui attend donc le futur président, c'est quand même une élection qui s'est très bien déroulée du côté de la Tanzanie. Oui, et justement pour ajouter un peu d'eau à ce qu'Eli disait, l'expérience marxiste qui s'est mue en Tanzanie, on l'a vu aussi au Bénin, où Mathieu Kérékou a fait pratiquement le même chemin, le pur marxiste, finalement devenu démocrate. Mais en Tanzanie, l'avantage ici, c'est que cette culture aussi s'est ancrée depuis avec l'esprit des leaders panafricanistes. Il évoquait Julius Nyerere. Voilà des personnes qui ont porté le rêve africain à côté de Kwame Nkrumah et de Jomo Kenyatta, de l'autre côté au Kenya. Donc ici, l'élection s'est bien déroulée, lui, Roger. On a eu finalement quelque chose d'inédit parce que depuis l'indépendance, justement, le parti, le Chama Chama, n'avait jamais connu cette friction. Mais j'ai l'impression que ça ne sortira pas du parti parce que Lawassa, qui est en train de faire paniquer le Chama Chama, est lui-même fils du Chama Chama, l'ancien Premier ministre. Fraîchement devenu il est juste dissident parce que le choix en interne du parti n'a pas porté sur lui pour représenter le parti à cette élection. Donc, en fait, c'est la même famille qui, finalement, est en train de se donner des coups. Hein. Bon, voilà, mais sur le plan officiel, jamais le Chama Chama n'avait été inquiété lors d'un scrutin. Et à côté, il faut dire que parmi les raisons que Eli a évoquées, finalement, la consolidation de l'alliance entre Zanzibar et l'interland du pays, cette histoire des albinos, il y a aussi ce facteur important qui est devenu un fonds de commerce pendant la campagne, la lutte contre la corruption. Vous vous souvenez que finalement, on a même vu le candidat du parti au pouvoir tirer des coups sur son propre parti. Donc, je pense que le deuxième tour va permettre aux uns et aux autres de se lâcher. Et vous savez, quand on est si près du but, parfois des secrets sortent. Donc, on attend de voir impatiemment ce que la campagne pour le deuxième tour du côté de la Tanzanie va nous donner. Merci, messieurs, d'avoir accepté d'échanger avec nous sur ces quelques questions d'actualité. Madame, monsieur, c'est ici que nous mettons la clé sur le passant pour ce qui est de cette édition. Ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.